en bonne santé, enfin sans incapacité, et puis l'espérance de vie avec incapacité, mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de déclinaison régionale de cet indicateur-là. Voilà. Merci de ces précisions. Je crois qu'il y avait deux mains qui se sont levées là. Madame? Oui, je suis la présidente de la fédération ADMR du 05 et je voulais parler avec vous de M. Pitot l'a suggéré. Je pense qu'avant tout, il y a la mort sociale qui précède largement la mort physique. Et nous rencontrons en montagne en particulier, dans des villages un peu isolés, beaucoup de solidarité, certes, mais la solidarité, elle a aussi ses limites. Et quand vous avez vos enfants qui sont très très loin, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse tous ensemble comment être plus présents. Nous le faisons tous. Nous, à l'ADMR, on fait ça constamment, on fait beaucoup de liens sociaux, mais il y a un moment où on ne peut plus, on bloque. Donc moi, je pense qu'avec toutes les aides qui sont, que ce soit l'aide à tout, hein, il faudra peut-être aussi inventer un autre métier qui va à domicile pour apporter aussi ce rayon de soleil que les gens n'ont pas, cette parole toute simple que les gens n'ont pas. Et peut-être aussi, ce qu'on remarque aussi beaucoup, c'est Enfin, on y vient petit à petit, et je trouve ça très bien. On fait de la prévention, mais on ne la fait peut-être pas assez. Alors on s'inquiète quand les gens commencent à être déprimés, commencent à aller mal, ont des manifestations physiques. Et je crois que si on fait beaucoup de prévention, on va reculer le plus possible l'entrée en dépendance. Ça aussi, il y a des possibilités de le faire. Je crois qu'on le fait de plus en plus avec les CODES, enfin tous les organismes se mettent ensemble. Mais il faut encore qu'on réfléchisse à tout ça. Et je voulais aussi vous dire, ce qui rejoint tout ça, moi je suis frappée de la grande solitude, malgré toute la proximité, malgré tous les liens familiaux, etc. Et je pense qu'en France, il y a encore, et surtout dans nos départements, encore beaucoup trop de solitude. Et on en meurt. Merci, madame, de ce témoignage. Professeur, vous voulez peut-être réagir? Oui, je vous remercie, madame, de ce témoignage. Simplement rappeler avec vous que souffrir de solitude, ce n'est pas d'être isolé ou pas isolé. On peut souffrir de solitude dans un couple, dans un groupe. C'est d'abord, enfin dans les travaux qu'on a menés, avoir le sentiment de ne compter pour personne. Voilà. Donc, et à tout âge. Hein. Bon, évidemment, ça s'aggrave quand les effets de génération jouent et que les collatéraux disparaissent. Mais c'est d'abord d'avoir le sentiment de compter pour personne. Merci. Monsieur, vous aviez également levé la main, ce sera notre dernière question. Je vous en prie. Bonjour, Manuel Pinto, donc directeur pour la région des Petits Frères des Pauvres. Je voudrais tout d'abord remercier Monsieur Pitot d'avoir parlé d'amour, parce que je pense que c'est là l'essentiel. C'est la prise de position que nous avions prise sur le débat sur la dépendance. Une des premières choses, je pense qu'il faut changer dans nos discours, c'est d'arrêter de considérer les vieux comme une charge, notamment comme une charge financière. On posait cette question à la fin de notre déclaration, mais finalement, la question qui nous est posée, est-ce qu'on va les aimer? Une personne âgée, d'ailleurs, me disait, le jour où on nous considérera, on arrêtera de parler de nous comme problème. Alors, sur les enjeux, effectivement, posés par... Il y a la question de l'engagement citoyen. Je pense que le défi qui est posé à la société, c'est celui-là, celui du lien social, enfin celui de la solidarité, tout ce que vous avez expliqué. Alors, je vous rappelle que les Petits Frères des Pauvres, on s'occupe des personnes âgées qui n'ont plus de famille, qui sont isolées, qui souffrent de solitude. Effectivement, l'engagement n'est plus à la mode. Et pour autant, on peut mesurer que les citoyens, de façon générale, ont envie de se rendre utiles, ne savent pas comment faire, mais n'ont pas envie trop de s'engager. On sait que le bénévolat, c'est quelque chose de... L'engagement dans la durée, on ne peut plus le compter comme ça. Il y a des bénévoles, oui, notre bénévolat augmente en région, mais ce n'est même plus le type d'engagement. Et il faut s'adapter à ce type d'engagement. C'est pour ça qu'on pense qu'il faut absolument permettre aux citoyens de vivre la solidarité de proximité, celle qui n'engage pas trop, y compris dans des réunions tardives le soir, de la vie associative et des assemblées générales le samedi. Il faut absolument
créer cette possibilité. Alors, on a expérimenté sur Paris, et on souhaiterait le développer sur le territoire, un dispositif qu'on appelle voisinage, et qui s'appuie sur les réseaux sociaux informatiques, en fait. Oui, tu l'as dit tout à l'heure, Philippe, c'est, oui, bah, effectivement, on s'enferme derrière notre ordinateur et on ne voit plus notre voisin. On a décidé de prendre cet outil, de dire non, non, on va se servir de cet ordinateur pour connaître nos voisins. Donc c'est un principe gratuit, hein, il suffit, on s'inscrit, une personne âgée isolée dans son quartier accepte d'être voisinée, donc par des voisineurs, non pas sur le « je suis seul et vite, vite, aidez-moi ». Tout à l'heure, tu as effectivement parlé de la réciprocité. C'est non, non, je suis passionné d'échecs et je connais personne pour jouer avec moi. Et dans mon voisinage, peut-être que j'ai un passionné d'échecs qui voudrait, et à partir de là, une relation vraie et d'amitié et fraternelle, je redis le mot, peut s'instaurer. Parce que je pense que la considération de la personne, c'est-à-dire quand on va voir la personne pour l'aider à faire son ménage, pour l'aider à préparer ses repas, pour lui apporter des soins, est-ce qu'on va la considérer pour ce qu'elle est tout simplement? Et je pense que cette considération ne peut être que gratuite et donc bénévole. Elle ne peut pas s'appuyer sur des nouveaux métiers. Un nouveau métier peut-être est à développer, c'est celui du développeur du lien social. Et là, et j'en terminerai mon propos par là, parce que je vois que j'ai une pression de l'animateur, c'est le dispositif des jeunes en service civique. Il y a depuis 2005 un dispositif en France qui permet à des jeunes de s'engager 6, 9 mois ou 1 an, à raison de 26 heures par semaine, pour vivre des actions de solidarité. Je vois fleurir ici et là des CCAS notamment, ou d'autres associations, qui sont confrontées et qui essayent de trouver des solutions, prendre ces jeunes pour aller rendre des visites de convivialité à des personnes. Je pense que là, il y a une erreur. Il ne s'agit pas de rendre des visites de convivialité parce qu'au bout de 9 mois ou 6 mois ou 1 an, ce jeune, de toute façon, s'en va. La question, c'est non, il faut permettre à ces jeunes, au contraire, de devenir des ambassadeurs et de mobiliser les citoyens autour de personnes âgées, repérées, isolées et confinées à domicile. J'arrête là mon propos. Merci. Et la Fondation de France, effectivement, dit que plus on est vieux et plus on est malade et plus on a des chances d'être isolé, donc plus on a des chances d'être isolé, plus on a des chances de souffrir de solitude. Voilà, merci. Merci beaucoup de ce témoignage et de la présentation de ces initiatives. Il est 11h20, si d'autres questions n'ont pas forcément émergé. On aurait pu parler, professeur, de l'image du vieillissement, des représentations sociales. On aurait pu évoquer encore de nombreux sujets. Bérangère également, la santé des aidants. Enfin voilà, il y avait vraiment matière à développer d'autres arguments. On clôture cette session introductive qui, je pense, a bien posé les bases du débat qui nous anime aujourd'hui. Je remercie l'ensemble des intervenants. Et on va passer au premier atelier qui est consacré au dispositif institutionnel. Donc, j'ai le plaisir d'inviter Astrid Laurent à venir s'installer au pupitre. Ainsi peut-être que Denis Brun, s'il est déjà... Je n'ai pas vu s'il était... Voilà, pardon. Je vous... Vous là-haut? D'accord. D'accord, donc on a un diaporama, c'est celui-là normalement. Excusez-moi, j'ai une demande, vous ne pouvez pas arrêter le ventilo qu'il y a derrière là? Pardon? La ventilation. La ventilation derrière. Alors ça, je vais demander à la régie ou au service technique qui, a priori, s'en occupe. Voilà, c'est fait. Donc Astrid Laurent, qui est responsable du département de la régulation de l'offre médico-sociale à l'ARS PACA, qui va nous parler de l'action de l'État dans le champ médico-social, la prise en charge et le financement de la dépendance. La parole est à vous. Dès que le diaporama est en ligne. Une fois de plus, la régie, si elle peut nous... Voilà, je crois que ça fonctionne. Bien. Donc, je vais vous présenter
les chiffres clés de la dépendance et les lignes forces de l'action de l'État en la matière pour la période écoulée, avec peut-être une démarche prospective sur les enjeux 2013 et 2014. Tout d'abord, les chiffres clés de la dépendance, de Paul, les enjeux démographiques et les enjeux financiers. Les enjeux démographiques, il y a eu beaucoup de chiffres ce matin. Néanmoins, quelques chiffres clés au niveau national. Nous estimons aujourd'hui le nombre de personnes âgées dépendantes à plus d'1 200 000 personnes. Les plus de 85 ans devraient représenter plus de 2 millions de personnes en France en 2015. Et si on se hasarde à faire des projections jusqu'en 2060, avec toutes les limites qui s'attachent à cet exercice, on s'aperçoit qu'il reste un gain d'espérance de vie important pour les femmes de 4,9 ans et pour les hommes de 5,3 ans. Mais avec un petit bémol, parce que si l'on considère l'espérance de vie sans incapacité, ce chiffre est diminué, comme vous le voyez apparaître à l'écran, selon une formule bien connue, après avoir, au cours des 20 ans précédents, ajouté de la vie, des années à la vie. Tout le défi va être maintenant d'ajouter de la vie à ces années et de la vie sans dépendance majeure. Après le focus national, un petit focus régional, mais les chiffres vous ont aussi été dans les grandes lignes communiquées précédemment. Près de 200 000 personnes en région PACA ont besoin d'aide pour les tâches ménagères. Près de 100 000 ont besoin d'aide en matière de soins médicaux. Toutes les projections démographiques, on vous l'a précédemment indiqué, mettent en évidence le vieillissement de la population. Les plus de 75 ans seront plus de 248 000 en 2015. Un habitant sur 3 aura plus de 60 ans, contre un quart aujourd'hui. Et enfin, le nombre des personnes âgées de plus de 80 ans devrait croître dans des proportions considérables, plus de 70 ans et 9% de la population régionale. Ces enjeux démographiques se doublent d'enjeux financiers. Lors des précédents débats sur la dépendance, il avait été estimé en 2011 que la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées représentait au niveau national 25 milliards d'euros, soit 1,3% de notre richesse nationale. Le graphe à l'écran vous présente la répartition de ces financements entre les différents types de financeurs. Par-delà l'importance des financements État, assurance maladie, un pôle de financement aussi très important pour les collectivités territoriales. Je ferai sur ce point un tout petit focus parce que M. Brun sera bien plus qualifié que moi pour vous en parler. Si on s'intéresse à la prise en charge financière des collectivités territoriales, 2 paramètres, la pression budgétaire croissante sur les finances départementales et le soutien de l'État apporté aux départements les plus fragiles depuis 2011. Pression budgétaire croissante sur les finances départementales. L'Assemblée départementale de France estime à 7 milliards d'euros l'effort des départements pour les personnes âgées en perte d'autonomie, avec 3 pôles de dépenses identifiés. Les dépenses d'aide personnalisée à l'autonomie, qui ont progressé de 60% depuis 2003. Depuis 2010, un phénomène relativement récent, une pression considérable et une hausse considérable de la prestation de compensation du handicap. Et enfin, dernier pôle de dépenses, l'aide sociale à l'hébergement, qui s'adresse aujourd'hui à 115 000 bénéficiaires pour un montant de 1 260 millions d'euros. Les départements se trouvent confrontés à une baisse de leurs recettes et une flexibilité moindre de leurs recettes.
au moment même où cette pression de la hausse des prestations individuelles s'accroît. Ce qui a conduit l'État à apporter une aide aux départements les plus fragiles ou les plus en difficulté, avec un fonds de soutien exceptionnel de l'État de 150 millions d'euros, un fonds de péréquation horizontale des collectivités territoriales de 440 millions d'euros, et enfin, dans la construction du projet de loi de financement de la sécurité sociale, et après un vote du conseil d'administration de la CNSA, un fonds d'urgence de 170 millions d'euros pour 2013. Ces soutiens exceptionnels, cependant, sont très loin des enjeux pour les collectivités territoriales, moins de 0,3% des recettes de fonctionnement du bloc départemental et 1% de ces recettes selon qu'on considère l'un ou l'autre fonds. Alors, on ne peut pas ignorer ces questions financières, cependant, il n'est pas possible d'envisager la thématique de la prise en charge de la dépendance sous cet angle très réducteur des paramètres financiers, puisque nous nous trouvons aujourd'hui d'abord devant une question sociétale et une question humaine. Et face à ces enjeux, je vais essayer de vous restituer les lignes forces de l'action de l'État en matière de prise en charge de la dépendance. J'en ai identifié 4 que nous verrons successivement. Le libre choix des personnes et des familles entre maintien à domicile et prise en charge institutionnelle, l'enjeu considérable du maintien à domicile et les actions de l'État en cette direction, qui sont de ce point de vue complètement complémentaires des efforts menés par les conseils généraux, la qualité des prises en charge en établissement, qui s'avère un enjeu déterminant, et enfin l'émergence de la nécessité de construire un parcours de santé pour les personnes âgées. Premier paramètre de l'action de l'État, le libre choix des personnes et des familles entre maintien à domicile et hébergement en établissement. À la faveur du plan Solidarité Grand Âge qui a mobilisé des financements considérables sur la période 2008-2012, l'offre médicalisée en direction des personnes âgées a connu un développement significatif tant au niveau national qu'au niveau régional, puisque si on s'intéresse à l'offre de services de soins infirmiers à domicile, plus de 27 000 places ont été créées sur cette période au niveau national, plus de 1 700 places au niveau régional. Les chiffres précis sont sur le PowerPoint qui vous sera diffusé. L'offre en établissement médicalisé pour personnes âgées a cru de plus de 17 000 places sur la même période au niveau national et plus de 170 000 places sur la même période au niveau national et de plus de 17 000 places en région. L'âge moyen des bénéficiaires en EHPAD s'accroît, ça a été dit précédemment, ainsi que leur niveau de dépendance. Et il est important de souligner que si les personnes âgées représentent moins de 5% des personnes en institution, la part des 75 ans et plus et des 85 ans et plus va atteindre prochainement 25% en institution, ce qui est un clignotant pour l'avenir. Ce développement de l'offre s'accompagne cependant d'un coût, se conjugue cependant avec un coût qui s'avère difficilement supportable pour la plupart des familles. Et c'est toute la problématique de l'accessibilité financière pour les familles et pour les personnes hébergées, puisque nous savons que le tarif moyen d'hébergement est de l'ordre de 1 800 € par mois, alors que, en moyenne nationale, les retraites sont de 1 400 € par mois, voire de 1 000 € par mois pour les femmes, ce qui pose des défis majeurs pour ces personnes et pour leurs familles.
Développement de l'offre. Ce développement de l'offre ne doit pas occulter le fait que le principal est et demeurera le maintien à domicile des personnes âgées. Face à cet enjeu du maintien à domicile, 3 paramètres à considérer: la prévention, l'accompagnement et le soutien aux services d'aide à domicile, et un paramètre majeur, l'aide aux aidants. Premier point, la prévention. Il nous faut, je pense, sociétalement nous engager vers une démarche plurielle de prévention de la dépendance, renforcer l'offre de prévention pour arriver à toucher au bien vieillir. Cela passe par une modification des comportements individuels, des comportements collectifs. Il faut aussi peut-être considérer que nous avons à modifier notre représentation du vieillissement et davantage penser en termes d'avancée en âge, une représentation collective plus positive. Il y a un effort considérable à venir en matière d'adaptation des logements, parce que qui dit action de prévention sans accompagnement au domicile reste au milieu du gué. Sur la région PACA, différentes actions de prévention sont d'ores et déjà promues par l'ARS et les collectivités locales. Prévention des chutes, des ateliers nutrition, prévention de la iatrogénie médicamenteuse, puisqu'on sait que c'est une question qui concerne éminemment les personnes âgées en raison de leur polypathologie, mais aussi en raison des grandes solitudes qui ont été précédemment énoncées. On doit s'attacher à la prévention de la dépression et prévention des suicides, puisqu'on sait que c'est un fait qui peut concerner tant les personnes âgées que les accompagnants. Donc, nécessité de conduire des actions aussi en matière d'accompagnement et de soutien des services d'aide à domicile. Il faut renforcer, structurer, coordonner les réponses apportées, promouvoir des actions innovantes, augmenter la qualité de l'aide apportée, autant que faire se peut. Et pour ce faire, il y a aussi un enjeu dans la professionnalisation des salariés de l'aide à domicile et dans la formation de ces salariés. La coordination de ces services et leur évolution dans le temps est également à organiser. Ces services sont aujourd'hui en grande difficulté financière et là aussi, dès 2012, il y a eu la création d'un fonds de restructuration des services d'aide à domicile doté de 50 millions d'euros et qui sera vraisemblablement reconduit dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Qui dit aide à domicile dit aide aux aidants. 5,5 millions de personnes vivent aujourd'hui à domicile avec l'aide de proches. Les femmes sont 57% des aidants et elles ont en moyenne 52 ans. On retrouve là le paramètre précédemment évoqué par M. Le Carpentier du vieillissement aussi des aidants naturels. Toute l'action de l'État vise à reconnaître et à faire reconnaître la contribution majeure des aidants au maintien à domicile. Il faut amplifier l'effort de formation des professionnels, les sensibiliser aux signes de fragilité physique et psychique des aidants, puisqu'on sait maintenant que l'accompagnement peut se poursuivre pendant plusieurs années. Il faut redonner la parole aux aidants et les poser en partenaires des professionnels. Et on est en train d'organiser depuis plusieurs années un soutien en faveur de la formation et on essaie d'offrir des perspectives de répit aux aidants. Parlant des aidants, il est incontournable d'aborder l'action des États en matière de prise en charge des familles et des malades d'Alzheimer. Le professeur Pitot s'est précédemment fait l'écho
de la grande souffrance de ces malades jusqu'à un certain stade avancé de la maladie et de la grande souffrance de leur famille. Celles-ci ont donc mobilisé les services de l'État depuis de nombreuses années. 850 000 personnes sont aujourd'hui en France touchées par la maladie d'Alzheimer, environ 225 000 nouveaux cas chaque année. En région PACA, on estime le nombre de ces personnes à 60 000. Pour la mise en œuvre des différents plans Alzheimer, il me paraît important de vous faire savoir que d'importants crédits ont été mobilisés au niveau national, plus d'1,6 milliard d'euros sur 5 ans. En région PACA, parmi les 44 mesures du plan, certaines ont été déployées dans la région pour près de 42 millions d'euros. Et parmi toutes ces mesures, j'en citerai 2 qui me paraissent emblématiques pour les familles et les malades. La mise en œuvre d'un maillage du territoire en matière de diagnostic précoce de la maladie et l'amélioration du parcours des malades avec un soutien des aidants. 16 plateformes de répit sont en cours de déploiement et 151 actions de formation des aidants ont été financées et vont également se déployer au sein des territoires. Lorsque le maintien à domicile ne s'avère plus possible, l'État a le devoir, et là on le fait en partenariat étroit bien évidemment avec les conseils généraux, de s'attacher à la qualité des prises en charge en établissement. De ce point de vue, 4 points. Je vais aborder 4 points. La médicalisation des structures, la bientraitance, la diversification des modes de prise en charge et l'aide à l'investissement. La médicalisation, on a évoqué tout à l'heure le nombre de créations de places en EHPAD sur la région. Notre schéma régional d'organisation médico-sociale a défini comme priorité le renforcement de la médicalisation de ces structures existantes, puisque avec l'entrée en dépendance des personnes âgées, on s'aperçoit qu'il faut davantage donner de soins dans ces établissements. En France, en 2011, l'État a consacré 147 millions d'euros à la médicalisation des maisons de retraite, pour parler simplement. Et au niveau régional, près de 25,4 millions d'euros ont été mobilisés en 2011 et 2012 pour poursuivre la médicalisation de ces structures. Et c'est vraisemblablement un effort pluriannuel qui sera à consentir, puisque nous savons que nous ne sommes pas encore à la hauteur des besoins de médicalisation des structures. Médicalisation, mais aussi bientraitance. Il faut promouvoir une politique de bientraitance et cela passe par la diffusion et l'appropriation de bonnes pratiques professionnelles, la généralisation de démarches d'évaluation dans les établissements, le développement de la formation des professionnels, tant d'ailleurs en institution qu'à domicile, puisque on s'aperçoit que la problématique de la bientraitance concerne aussi les interventions au domicile. Diversification des modalités d'accueil. Il est clair aujourd'hui que face aux enjeux de la dépendance, il faut offrir tout au long de la vie et des différents stades de dépendance des personnes des modalités de prise en charge diversifiées et évolutives, accueil de jour, hébergement temporaire, phénomène aussi nouveau au niveau national et régional, la prise en considération réelle du phénomène de vieillissement des personnes handicapées et le fait de pouvoir leur assurer une prestation d'accompagnement qui corresponde à leur état.
Et vraisemblablement, il va falloir, au cours des années à venir, créer des formules innovantes de prise en charge à domicile. Monsieur Davet en a évoqué une. Il y a des réflexions en cours aujourd'hui sur le baluchonnage, le béguinage. Je crois que là, la réflexion est à son début. Alors, chez Monsieur Le Carpentier, me demandait, pardon pour mon approche technocratique, de vous préciser ce barbarisme de SROMS, c'est le schéma régional d'organisation médico-sociale, qui complète et essaie de se mettre en cohérence avec les schémas départementaux pilotés par les conseils généraux. Effort de l'État aussi en matière d'aide à l'investissement, puisque 33 millions d'euros d'aide à l'investissement ont été dégagés par la CNSA en 2012 en direction des structures pour personnes âgées. En 2013, la ministre en charge des personnes âgées a annoncé un effort de 49 millions d'euros. Au niveau régional, plus de 14,8 millions d'euros ont été déployés en 2011-2012 pour rénover les établissements d'hébergement existants, les adapter, les restructurer. Et la région est intervenue en tant que cofinanceur de ces opérations. Dans certains territoires, les conseils généraux ont pu aussi apporter une aide. Enfin, dernier paramètre, mais je ne suis pas exhaustive, de l'action de l'État, c'est la prise de conscience de la nécessité de s'intéresser au parcours de santé. Madame Delaunay a souhaité inscrire la réforme de la prise en charge de l'autonomie dans un parcours de santé. On n'est pas seulement dans un parcours de soins qui consiste à éviter aux personnes âgées des hospitalisations dommageables, puisqu'on sait que ces hospitalisations sont parfois, outre leur coût économique, génératrices d'une perte d'autonomie accélérée des personnes âgées qui s'ajoutent à leur souffrance morale. Donc tous les objectifs et tous les opérationnels et tout le défi sera d'arriver à une évaluation des besoins de soins et d'aide à l'autonomie qui soit partagée au sein des territoires par tous les acteurs, qui soit globale et qui soit aussi conçue dans une perspective dynamique et évolutive dans le temps, puisque on se voit maintenant que les besoins d'accompagnement et de prise en charge peuvent s'étaler sur 20-30 ans. Pour cela, il va falloir arriver à une mobilisation concertée de l'ensemble des acteurs et des financeurs au sein d'un territoire et traduire tout ça dans des stratégies territoriales de santé qui organisent les coordinations, qui développent les partenariats, partenariats des professionnels, mais aussi partenariats des élus, qu'ils soient communaux, départementaux, régionaux. Et c'est toute la notion de contrats locaux de santé qui émerge et qui est appelée à se développer. Tout l'enjeu qui avait déjà bien été identifié dans la loi HPST, c'est de Hôpital, Patient, Santé, Territoire, d'arriver à décloisonner et à articuler les secteurs de prévention sanitaire, médico-sociale et sociale pour se mettre au service du parcours des personnes âgées. Et il y aura de réussite dans cet exercice opérationnel. Il n'y aura de réussite dans cet exercice opérationnel que si tous les acteurs de la vie publique y participent. Dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, il est là aussi prévu un élargissement des expérimentations parcours de santé initiées dès 2012 sur une dizaine de territoires au niveau national. En région PACA, 2 territoires sont expérimenteurs depuis 2012 sur cette construction des parcours de santé, les territoires de Grasse et de Marseille,
avec le centre notamment le centre gérontologique départemental. Je pense que M. Pical vous en parlera cet après-midi. En conclusion de cette intervention qui j'espère n'a pas été trop technocratique, je crois que pour répondre aux défis de société que représente le vieillissement ou l'avancée en âge de notre population, le projet de réforme en cours de la prise en charge de la perte d'autonomie devra s'inscrire, et la ministre en charge des personnes âgées l'a annoncé comme telle, dans une large concertation, tant au niveau national que local. Dans ces concertations qui vont démarrer, je pense, courant 2013, les associations familiales ici représentées auront bien sûr toute une large place et une vocation naturelle à être force de proposition en la matière. Selon la belle formule de Camus, qui a été citée par Madame Delaunay lors d'un précédent conseil d'administration de la CNSA, tout l'enjeu de ces débats en matière de prise en charge de la dépendance sera d'explorer le champ des possibles. Merci Madame Laurent de cette présentation claire des différentes actions de l'État dans le champ du médico-social. Je pense que l'intervention de Monsieur Brun sera complémentaire à la vôtre, bien évidemment. Les questions donc, qui vous seront éventuellement posées, j'invite tout le monde à les poser en fin de session pour qu'on ait justement un regard à la fois croisé et complémentaire de ces problématiques-là. Denis Brun, qui est directeur adjoint chargé du pôle autonomie et santé au Conseil général de Vaucluse, va nous présenter les stratégies pour une meilleure prise en compte de l'autonomie en Vaucluse. Donc on a là l'exemple d'un département. La parole est à vous. Merci mesdames et messieurs, bonjour. Oui, effectivement, mon intervention va effectivement être complémentaire à celle d'Astrid Laurent, puisqu'elle a souligné effectivement l'importance de l'action des départements en matière d'intervention sur la dépendance et le maintien en autonomie. J'aurais pu effectivement répondre à la même question qu'elle, c'est-à-dire me situer aussi à la fois sur les mêmes axes qu'elle, et puis je vais d'ailleurs le faire, et aussi évoquer la question du financement en avançant les éléments financiers que mettent en place évidemment en complémentarité avec l'État les départements sur cette question. Alors, si j'ai voulu parler de stratégie, c'est qu'effectivement aujourd'hui les départements ils sont effectivement confrontés à une dimension paradoxale qui est une intervention de plus en plus forte et de plus en plus importante dans ce champ de compétences et en parallèle effectivement la question de son financement et pour les départements la question aussi, Astrid Laurent l'a présenté au travers des chiffres nationaux qu'elle vous a indiqués, à une diminution des capacités financières des départements et donc effectivement à ce paradoxe de devoir effectivement accroître le soutien qu'apportent les départements au maintien en autonomie des personnes, mais en même temps en accroître la qualité dans un cadre financier de plus en plus contraint et de plus en plus difficile. Et ce cadre financier contraint et difficile, je crois Philippe Pitot l'a souligné tout à l'heure, il touche bien sûr l'institution, la collectivité, mais il touche aussi les familles, et il le touche d'autant plus en Vaucluse que nous sommes un des départements, pour ne pas dire le département le plus précaire de la région. Donc effectivement, on est aussi confronté à la question de la précarité des personnes âgées et aussi de la précarité, bien évidemment, ça a été souligné tout à l'heure, de la précarité des aidants. Donc c'est bien dans ce contexte-là que le département de Vaucluse se situe. Alors le département de Vaucluse, quelques chiffres, c'est 540 000 habitants, c'est aujourd'hui 140 000 personnes
de plus de 60 ans, et ce sera en 2020 vraisemblablement 26 000 personnes supplémentaires, donc plus de 166 000 personnes qui auront plus de 60 ans dans ce département. Sur ces 140 000 personnes, aujourd'hui, 9 300 personnes sont bénéficiaires de l'APA et donc sont traitées au titre de la dépendance par le département. Donc, on voit bien là aussi des enjeux du département, à la fois intervenir sur les personnes qui aujourd'hui sont entrées dans une logique de dépendance accrue, mais bien évidemment aussi intervenir en matière de prévention pour effectivement éviter une entrée dans la dépendance trop tôt et effectivement essayer de maintenir le plus longtemps possible les personnes en autonomie. Donc on a effectivement ces deux enjeux, en sachant effectivement que le département de Vaucluse souhaite aussi, parce qu'on a été, depuis que les départements se sont vus confier cette compétence avec la création de l'APA en 2001, il y a eu un petit peu la PSD un petit peu avant, mais ça portait sur un nombre extrêmement limité de personnes. Réellement, les compétences du département dans ce domaine, elles sont finalement récentes, elles datent de 10 ans, hein. Elles ont démarré en 2002. Évidemment, les départements se sont d'abord attachés à assurer la prise en charge des personnes qui étaient entrées dans la dépendance. Il nous appartient de plus en plus, évidemment, d'abord pour le bien-être des personnes et des familles, mais aussi, évidemment, pour les questions de coût et d'impact financier que représente et que représentera la dépendance demain, de travailler effectivement aussi sur le champ de la prévention. Alors ces 9 300 personnes qui sont prises en charge par le département notamment au titre de l'APA, elles seront plus de 11 000 en 2020 vraisemblablement, et ce sont aussi des personnes qui, pour la moitié d'entre elles aujourd'hui, ont plus de 85 ans. Donc ce sont des personnes qui sont âgées et qui dont l'âge va encore augmenter dans le temps, puisque dans la prospective que nous avons engagée avec l'INSEE en 2011, nous avons fait faire une étude sur la situation du vieillissement en 2010 dans le département et la situation du vieillissement en 2020. Évidemment, c'est le grand âge qui va s'accroître fortement dans notre département, les 90 ans et plus, puisque la population des 90 ans et plus va représenter les 3/4 des personnes âgées dépendantes supplémentaires qu'on va pouvoir compter dans le département. Voilà, donc c'est quelques chiffres, mais qui montrent effectivement que l'intervention du département, elle est à la fois effectivement sur, bien évidemment, une augmentation du nombre de personnes dépendantes dans le département, mais aussi une augmentation un vieillissement important, et notamment la question de la prise en charge du très grand âge dans notre département. Comment s'exercent les compétences du département aujourd'hui? Je vais reprendre un peu la logique, bien évidemment, qui a été développée par Astrid Laurent dans la présentation qu'elle vous a faite des actions d'État. Deux champs importants, un qui est majeur pour les départements parce que c'est celui qui lui a été confié fortement par la loi de 2001 sur l'APA, c'est le maintien à domicile. Aujourd'hui, pour le département, financièrement, le maintien à domicile, le financement de l'APA, ça va représenter en 2013 43 millions d'euros. Donc, pour un département de la taille du Vaucluse, c'est une somme extrêmement importante. Et puis, le deuxième point, c'est bien évidemment la prise en charge en établissement. Là, l'importance financière, elle est moins lourde pour les établissements, puisque les établissements financent la prise en charge en établissement uniquement pour les personnes qui relèvent de l'aide sociale, et ce qui représente pour le département aujourd'hui environ 25% des personnes qui sont prises en charge en établissement. C'est quelque chose qui a cru, puisque il y a 6 ans, nous étions à moins de 23%. Donc en l'espace de 5-6 années, on a plus de 2% d'augmentation en termes de personnes qui sont prises au titre de l'aide sociale, c'est-à-dire c'est aussi un indicateur sur la précarisation qui se développe dans ce département, y compris
en direction des personnes âgées et de leurs familles. Donc, en matière de prise en charge d'établissement, les familles restent le contributeur majeur, en dehors du volet soins qui est financé par l'État, mais sur ce qui est l'hébergement et la dépendance, les familles sont le contributeur majeur, ce qui n'est pas effectivement aujourd'hui sans poser des problèmes, au regard, je le répète, des difficultés financières qui s'accroissent, puisque le prix de journée moyen en établissement qui était de 43 € en 2002 est aujourd'hui de 57 €. Donc on voit une progression de plus de 10 € en 10 ans, hein, par jour. Voilà, avec un prix moyen de séjour mensuel en établissement qui est maintenant donc effectivement de l'ordre de, compris entre 1800 et 2000 € pour des établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes qui ne relèvent pas du lucratif. Le lucratif est beaucoup plus cher. C'est effectivement une somme conséquente qui est à débourser par les familles chaque mois pour la prise en charge de leurs ascendants. Donc, le département aujourd'hui, nous souhaitons, effectivement, développer notre intervention et améliorer la qualité de la prise en charge à domicile dans un cadre contraint, donc je le répète, hein, au regard des moyens financiers qui sont de plus en plus réduits pour les départements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire notamment, effectivement, renforcer l'accompagnement et le suivi pour le département et être plus, justement, dans la proximité du soutien et renforcer l'aide. Donc c'est évidemment une intervention plus soutenue auprès des services d'aide à domicile, en sachant qu'effectivement, elle a aussi ses limites. Et les limites, c'est le mode d'attribution de l'APA en fonction du GIR, puisque le département attribue des sommes qui sont plafonnées. C'est-à-dire que l'APA, aujourd'hui, elle est loin de financer la totalité du besoin de la prise en charge à domicile, et elle pose aussi des problèmes pour les structures qui interviennent au domicile de la personne pour lui apporter le service et l'accompagnement qui est nécessité par l'état de dépendance, puisque effectivement, nous souhaitons tous, l'ARS, les départements, Madame Laurent l'a dit, améliorer la qualification et la professionnalisation des intervenants. Mais tout ceci a un coût. Et aujourd'hui, on est confronté aux limites. À la fois la volonté que nous avons les uns et les autres, et bien évidemment les départements sont solidaires et interviennent conjointement, c'est même pas de la complémentarité, c'est une intervention conjointe sur la professionnalisation des intervenants à domicile, mais nous sommes aujourd'hui confrontés au blocage que constitue le plafonnement de l'APA et évidemment les moyens financiers que nous pouvons dégager pour financer. Et donc nous sommes confrontés à la fois au souhait pressant des structures d'aide à domicile de pouvoir bénéficier de rémunérations qui correspondent effectivement au coût de la prestation qu'ils fournissent à la personne et aux difficultés que peut représenter le plafonnement de l'APA. Le souci du département de Vaucluse, donc, il y avait une réforme de la tarification qui avait été annoncée, en l'occurrence en ce qui concerne les services à domicile, elle ne s'est pas dégagée. On a une expérimentation qui est possible depuis le mois d'août, puisqu'un décret est sorti en août. Mais clairement, il faudra effectivement qu'il y ait une évolution qui se fasse. Alors, elle est compliquée, puisqu'elle intervient dans un cadre de contraintes budgétaires, tant pour l'État que pour les collectivités territoriales, mais il faudra sans doute essayer de débloquer la situation, parce qu'elle est de plus en plus difficile et compliquée aujourd'hui, et on a aussi, malheureusement, on est confronté à un certain nombre de structures qui cessent d'intervenir parce qu'elles n'ont plus les capacités financières à rémunérer leurs intervenants à domicile. Et dans le département, nous avons été confrontés ces dernières années pour des structures tant associatives que lucratives à des faillites, des mises en liquidation judiciaire et évidemment des plans d'aide qui se retrouvent interrompus faute de capacité d'intervention à domicile. Donc un des champs
de réflexion et de travail du département aujourd'hui, c'est cette question-là. Comment on peut à la fois essayer de continuer à professionnaliser parce qu'il le faut, et en même temps préserver aussi l'intérêt et le souci de la personne, parce que effectivement, il y a des effets mécaniques. Si on augmente le coût horaire, on va petit à petit diminuer l'enveloppe d'aide humaine qui est dans le plan d'aide, et donc on va avoir un service rendu à la personne qui va petit à petit se réduire. Donc voilà, nous travaillons, nous, dans le département, sur ce champ-là, à essayer de trouver une solution qui soit acceptable par les professionnels de l'intervention à domicile et qui préserve le niveau de plan d'aide en termes d'aide humaine qui a été attribué à la personne, puisque c'est le niveau qui a été évalué comme le niveau nécessaire au regard de son niveau de dépendance entre le GIR 4 et le GIR 1, mais on a quand même peu de GIR 1 à domicile, bien qu'il y en ait quand même encore quelques-uns, surtout dans les parties les plus reculées du département, puisque là, effectivement, on est confronté aussi à des choix familiaux de maintien à domicile, malgré une dépendance qui s'avère très très importante et très lourde. Ça, c'est le premier champ d'intervention du département sur ces aspects-là. Et puis, effectivement, travailler avec l'ensemble des partenaires de l'intervention à domicile sur la qualité de la prestation. L'objectif, c'est effectivement de travailler à bien évaluer le niveau de qualité qui est souhaité tant par le département que par la personne, et d'affecter les coûts qui permettent effectivement la bonne prise en charge du plan d'aide, et pour revenir au problème que j'évoquais tout à l'heure, la bonne rémunération des structures qui interviennent à domicile. Sur un autre champ, et plus avancé dans le parcours, ce qu'on appelle le parcours du vieillissement, il y a la question de la prise en charge de la personne âgée en établissement. Donc là aussi, j'interviens de manière complémentaire à ce que nous a dit tout à l'heure Astrid Laurent. Le souhait évidemment du département de Vaucluse, c'est bien évidemment l'amélioration de la qualité de la prise en charge de la personne en établissement. Là aussi, la question de la professionnalisation de l'ensemble des professionnels qui interviennent dans ces établissements, elle est posée. La question sur laquelle le département aujourd'hui se penche avec plus d'acuité encore, c'est la question de la prise en charge du grand vieillissement et de la grande dépendance dans ces établissements, puisque je vous l'ai dit, c'est effectivement dans les années qui viennent ce grand âge et ce grand vieillissement qui est sans doute une plus grande dépendance, qui vont s'accroître dans le département, et nous avons besoin dans le département de faire évoluer les établissements pour qu'effectivement ils offrent demain la meilleure qualité dans la prise en charge. Alors aujourd'hui, une des spécificités du département de Vaucluse, c'est d'avoir un maillage en établissement sur le département qui est relativement satisfaisant, même s'il serait nécessaire de créer des places d'établissement supplémentaires. Malgré tout, on voit bien que la question qui était posée par les conseillers généraux sur chaque canton et par les maires d'avoir sa maison de retraite, maintenant son EHPAD, sur sa commune ou sur son canton, ne se pose plus de la même façon, et nous, les services du département, nous ne souhaitons pas qu'elle se pose maintenant de cette façon-là. Il faut travailler sur l'élargissement du champ de la prise en charge. Bien évidemment, sur la question du maintien à domicile, j'en ai parlé parce qu'elle se pose fortement dans l'étude que nous avons faite, et ça n'a pas été une surprise. 96% des Vauclusiens veulent vieillir très longtemps à domicile. Donc c'est bien évidemment sur cet aspect-là qu'il faut, et puis parce que c'est une compétence forte pour lui, que le département fasse porter son effort. Mais il y a effectivement la question aujourd'hui à se poser de quels établissements il faudra pour demain, quels établissements nous voulons. Puisque aujourd'hui, on a aussi dans le département des établissements qui
ont une prise en charge qui va sur des tranches d'âge relativement étendues. On trouve dans un certain nombre d'établissements des personnes peu autonomes, puisque un tout petit peu moins de la moitié des personnes qui sont prises en charge dans l'établissement dans le département du Vaucluse ne relèvent pas de la perte d'autonomie au sens GIR 4, GIR 3, GIR 2, GIR 1. C'est-à-dire qu'ils sont GIR 5, GIR 6, mais on en a un peu moins de la moitié maintenant. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, en établissement, on a aussi des personnes qui sont encore relativement autonomes. Et je ne parle pas là des foyers logements, je parle réellement des établissements d'hébergement. Donc on a cette question à travailler. De quel type d'établissement allons-nous avoir besoin demain? Et puis évidemment pour quel nombre de places? Au regard du coût, Astrid Laurent vous a donné les chiffres d'intervention en investissement de l'État sur cette question-là, au regard des coûts d'un établissement. Un établissement aujourd'hui, en moyenne, c'est 9,5 millions d'euros, un établissement neuf quand on le crée. Donc, au regard du coût, c'est un investissement aussi sur la durée. Il faut effectivement qu'on soit très attentif à la capacité qu'il y a à autoriser un établissement dans le département pour demain, parce qu'effectivement, il ne faut pas que dans les 10 ans qui viennent, puisqu'on va amortir cet investissement au moins sur 25 ans maintenant, il pose des problèmes de remplissage et de difficultés de fonctionnement. Dernier point sur lequel je voulais intervenir en termes de priorité pour le département aujourd'hui et demain, c'est la période intermédiaire et les situations intermédiaires. Quand on ne peut plus rentrer, quand on ne peut plus rester chez soi pour un certain nombre de raisons, mais que pour autant on ne relève pas de la prise en charge en établissement, quelles sont les solutions qui sont offertes aujourd'hui? Et donc une des priorités que nous donnons, c'est bien évidemment à cette recherche de solutions alternatives et innovantes. Alors elles sont variées, plurielles. Il y a bien évidemment des solutions qui existent déjà, comme les foyers logements. Le département de Vaucluse, contrairement à d'autres départements, n'a jamais eu de problème de remplissage et de fonctionnement de ces foyers logements. Nous en avons 17 sur le département. La question sur laquelle nous appuyons fortement et avec laquelle nous travaillons avec les maires notamment et les établissements intercommunaux, c'est la question de l'habitat adapté. Justement parce que nous voulons travailler aussi sur l'intergénérationnalité et le maintien des solidarités et du lien social. Donc là, c'est une priorité forte du département de pouvoir effectivement, dans les projets de création de logements et notamment de logements sociaux, de pouvoir intégrer aujourd'hui des programmes d'habitat adapté de manière importante et éventuellement de trouver aussi des liaisons, puisque nous voulons aussi gérer les effets de parcours et les effets de SAS, de trouver des liaisons avec les établissements d'hébergement existants, avec évidemment les services, puisqu'il ne s'agit pas simplement de construire la boîte dans laquelle la personne âgée vieillissante va habiter. Non, il s'agit aussi de travailler sur un projet global en veillant effectivement que l'ensemble des services qui sont là pour accompagner la perte d'autonomie soit bien réellement en place. Et on souhaite effectivement aussi faire le lien avec le secteur hospitalier, puisque le parcours de santé de la personne, vous l'avez souligné, Madame Laurent, c'est aussi maintenant, ça va l'être pour les années à venir, une priorité de l'État, c'est aussi une priorité du département. On sait que les flux entre le domicile ou l'établissement et l'hôpital sont importants, et que donc on a effectivement aujourd'hui à travailler ce lien avec l'hôpital pour éviter effectivement, à la fois pour éviter les séjours hospitaliers qui aggraveraient l'état de dépendance en étant inutiles. On sait aussi, on a effectivement par exemple travaillé sur les périodes de vacances avec l'ensemble des partenaires, avec l'ARS pour essayer d'éviter des hospitalisations j'allais dire de confort pour les aidants, mais qui sont aggravantes pour l'état de la personne. Et aussi parce que nous sommes malheureusement, sans doute beaucoup moins que d'autres départements, un département qui est touché
par les problématiques de démographie médicale et qu'aujourd'hui, la proximité de l'accès aux soins dans notre département, elle commence à être posée sur certains de nos territoires et qu'il faut effectivement le regarder parce qu'elle est plus prégnante dès lors qu'il s'agit d'une personne âgée et d'une personne qui est entrée dans un cycle de dépendance. Donc une priorité forte donnée. Et puis dernier point d'intervention, mais il a été aussi abordé par Astrid Laurent, c'est la question du vieillissement de la personne handicapée. On a souhaité dans le département essayer artificiellement de dépasser la question de la barrière d'âge, même si elle avait été prévue par la loi de 2005 et elle n'a pas été appliquée, sans doute pour des raisons financières, particulièrement en tout cas. D'abord en créant un pôle autonomie et santé dont le président m'a confié la charge, la création d'une maison départementale de l'autonomie et effectivement en faisant de la question du vieillissement de la personne handicapée, là aussi un point prioritaire à traiter par le département dans les années à venir, parce qu'effectivement c'est une question qui se pose de plus en plus fortement, y compris pour les personnes handicapées qui sont prises en charge en établissement et pour lequel aujourd'hui le vieillissement pose de plus en plus de problèmes. Donc c'est une question que nous souhaitons nous aborder de manière importante dans les années qui viennent. Je vous remercie. Merci Denis Brun pour cette présentation effectivement des axes d'action du département du Vaucluse. On a eu un descriptif du champ d'action de l'État à travers de l'ARS. Là, le champ d'action du département. Ce matin, en ouverture, la région. Nous avons donc l'ensemble des financeurs ici aujourd'hui. Donc, on a 10 minutes de questions qui peuvent circuler librement. Donc, manifestez-vous pour ces 10 minutes d'échange, à la fois sur l'intervention de l'ARS ou sur l'intervention du Conseil général du Vaucluse. La parole est à vous. Madame, vous appuyez sur le bouton rouge, voilà. Bon. Non. Puis-je ? Oui, voilà. Merci, excusez-moi. Donc Clara Gozlan, le CLIC Marseille Centre, donc coordinatrice du dernier CLIC des Bouches-du-Rhône. Voilà. Alors c'est vrai qu'on n'a pas parlé on a parlé de coordination, pas de CLIC. Hein. Voilà. Le CLIC Centre local d'information et de coordination. Alors, je suis étonnée, nous n'avons pas parlé de santé mentale, on n'a pas évoqué la santé mentale, qui me paraît important. Les refus d'aide aussi, on est souvent confronté à ce refus d'aide, donc effectivement, j'ai 20 ans d'expérience dans le secteur, avec 15 ans en établissement et 5 ans en service d'aide à domicile. Le refus d'aide est en nette progression. La protection des personnes... Comment ? Le refus d'aide pour l'usager. L'usager, le refus d'aide. Mais de la part de qui ? C'est financier ? Ah non. Je parle de l'usager bénéficiaire. Qui refuse Qui refuse, tout à fait, qui refuse l'intervention. Et pour lequel il est difficile, effectivement. De proposer. Il faudrait juste réappuyer, excusez-moi, sur le bouton. Je vous invite à... Merci. Alors là, on n'a pas le bouchon. Voilà. Et nous avons, puisque le rôle du CLIC, c'est un rôle observatoire, hein, je ne vais pas vous rappeler les missions du CLIC, donc un rôle observatoire. Et ce que l'on observe à l'heure actuelle, hein, c'est les personnes âgées qui constituent une ressource, même si les ressources sont souvent modestes, et pour lesquelles, effectivement, nous avons les aidants en grande précarité morale, psychologique, mais aussi financière, et pour lesquels, effectivement, nous avons parfois 2-3 générations
qui vivent ensemble et ce n'est pas forcément la meilleure solution. D'où l'action des clics, de se rapprocher aussi de la... En fait, on n'a pas le droit de parler longtemps, c'est pour ça. de se rapprocher de la justice et par rapport aux protections des personnes âgées. Voilà. Très bien. Des axes. Merci de ces compléments. Peut-être que quelqu'un à la tribune souhaite réagir par rapport à ces propos-là. Monsieur le Président. C'est pas tout à fait par rapport à ces propos-là, mais en complément un petit peu, parce que du point de vue des familles, on a bien identifié qu'il y avait un problème on peut dire, de reste à charge, de capacité financière. Et quand les chiffres ont été donnés, 1 800 à 2 000 euros, une maison retraite pour une personne, et les revenus moyens, on imagine qu'un couple doive aller en maison de retraite, c'est inabordable. Donc il y a quand même bien fondamentalement une question de financement. Et le mouvement familial s'est quand même toujours posé la question en disant il y a peut-être quand même à ouvrir l'assiette de la sécurité sociale, à trouver des financements complémentaires. Je pense que si la société se positionne en disant les personnes âgées, il faut s'en occuper, il y a besoin d'argent, il faut peut-être regarder un petit peu plus largement, en 2 secondes, comment se calcule la sécurité sociale est principalement fondée sur les revenus liés au travail, pas seulement, parce qu'il y a la CSG et RDS, mais pour le moment fondée là-dessus, ce qui était une réalité en 1945. Mais actuellement, les revenus ne sont plus seulement fondés sur la question du travail, sachant que le travail, il y en a de moins en moins, délocalisation, etc. Donc on a un vrai problème de fond de la sécurité sociale et de son financement. Donc je pense que c'est un débat qu'il faudrait ouvrir. On l'avait appelé 5e risque, le mot n'est pas joli, mais n'empêche qu'on a bien un problème de fond en matière financière sur lequel il faudrait réfléchir, travailler et proposer. L'autre point que je voulais évoquer, c'était en matière de santé. Bien évidemment, il y a la question du parcours de santé sur lequel on y réfléchit aussi par ailleurs, en impliquant peut-être un peu plus le médecin généraliste, l'infirmière, la question des maladies chroniques et comment on peut, puisque de plus en plus en fait on a des maladies longues, dites chroniques, donc là aussi je pense qu'il y a des choses sur lesquelles il faut réfléchir et avancer. Enfin, en matière de logement, bien évidemment, pour connaître des situations dans mon village, par exemple, où la personne âgée habite dans une grande maison, parce que ça a été sa vie familiale, elle reste dans ce logement parce qu'elle n'a pas d'autre solution, y compris financière, c'est-à-dire que la question du logement a énormément changé, c'est beaucoup plus cher, et de se déplacer, c'est pas possible. Là, il n'y a plus cette fluidité de logement, notamment y compris pour des raisons financières, donc il y a bien une question de logement adapté. Et à ce propos, je voulais signaler quand même qu'il y a des solutions qui sont aussi à réfléchir, qu'on appelle les familles gouvernantes. Par exemple, ce que fait l'UDAF des Bouches-du-Rhône, je ne sais pas si c'est sur les personnes âgées ou plutôt tutelle et personnes handicapées, plutôt là-dessus, mais c'est tout à fait imaginable. Donc l'idée, il y a très longtemps que les UDAF ont commencé à mettre ce système en place. En fait, l'idée, c'est de rassembler des logements proches, ça peut être dans le même immeuble ou dans la rue, proche, et qu'on met une personne qui va un petit peu gérer, coordonner l'ensemble des services amenés à la famille. Donc ce qui est vraiment une situation intermédiaire entre la maison de retraite, voire médicalisée, et puis la sortie du logement, des fois d'un grand logement, des fois en plus insalubre, mal entretenu, enfin pas entretenu, pas aux normes, etc., avec des charges importantes. Donc voilà, il y a vraiment une recherche, et le mouvement familial, il travaille quand même pas mal sur ce logement au milieu, là, adapté, et bien évidemment, qui est compliqué parce que pour être rentable, il faut beaucoup de logements, mais là, on est peut-être sur des petites structures pour éviter aussi de sortir de la personne de son contexte de quartier, villageois, de rue, etc. Donc là, il y a vraiment une recherche à faire, à mener, bien évidemment, avec tous les partenaires, que ce soit le Conseil général, l'ARS, etc. Monsieur Bras, je crois que vous vouliez réagir sur... Oui, je voulais réagir en complément de ce que vient de dire Monsieur le Carpentier sur la question du financement. Il faut effectivement aussi bien imaginer que de plus en plus, les personnes à qui on demande le soutien financier, ce sont aussi des personnes à la retraite. Vous le citez vous-même, vous parliez d'une
une femme de 70 ans personne de 70 ans qui avait à s'occuper de sa mère de 90 ans. On est de plus en plus souvent dans ce cas de figure, c'est-à-dire que l'effort financier, il porte sur des gens qui eux-mêmes ont vu des capacités financières diminuer, parce qu'effectivement, quand on est à la retraite, pour beaucoup, on gagne quand même moins, on a une retraite qui est quand même inférieure à son revenu, à son salaire d'activité. Donc on a effectivement aujourd'hui un effort financier qui est croissant. J'ai montré l'augmentation en 10 ans du prix de journée moyen dans mon département, qui est croissant et qui porte sur des populations qui, elles, ont des revenus qui sont décroissants et qui elles-mêmes sont confrontées au phénomène du vieillissement. Donc on a bien évidemment cette logique-là avec laquelle on doit faire. Et il y a effectivement sans doute à travailler la question du financement de ces dispositifs. On le voit bien pour les départements parce que, je le répète, pour le Vaucluse, 43 millions d'euros dans l'APA pour 9500, peut-être un tout petit peu plus en 2012, personnes prises en charge, avec des recettes qui sont en diminution, notamment les recettes fiscales des départements, elles n'existent quasiment plus, puisqu'elles nous ont été enlevées à l'occasion de la réforme fiscale de 2010 et ne restent que des parts extrêmement résiduelles de financement par l'impôt pour les départements. Donc ça pose effectivement une vraie question. Merci de ces précisions. On a 3 questions. Alors une au fond d'abord, monsieur. Oui, Claude, bonjour. Claude Cos, président de l'UNAPACAC, donc le maintien à domicile. Il est intéressant de voir que Mme Astrid Laurent a bien voulu nous le faire apparaître, que la déclinaison d'une organisation à la fois sanitaire et médico-sociale, bien sûr, représente un budget, et que les divers plans qui s'opposent à nous aujourd'hui, ou dans lesquels on doit se situer, eh bien, se situent dans une régulation qui est financière, ce qui pose d'énormes problèmes au niveau des citoyens qui sont malades, en perte d'autonomie et autres, indépendamment de la gérontologie sociale. Et lorsque M. Brun nous décline la problématique du Vaucluse, qui est fort intéressante, on s'aperçoit que lorsque l'on veut, sur des territoires qui deviennent de plus en plus des déserts médicaux, où on a des difficultés de trouver des médecins, de trouver un pharmacien, etc., on s'est aperçu que les maisons de santé qui viennent de sortir, de voir le jour, sont des solutions intéressantes, mais qui mettent en évidence malheureusement de très gros problèmes. Problème de quoi? Eh bien, c'est vrai que tout ce qui a été sanitaire est traité à part, et le médico-social, le maintien à domicile est traité d'autre part. C'est-à-dire qu'on renvoie vers le département des responsabilités budgétaires lorsqu'ils n'en ont pas les moyens, et l'usager au milieu de tout ça. Donc moi, je crois qu'il faudrait reconsidérer, puis ayant participé à un peu de planification au moment des Roms, j'étais très gêné lorsque le maintien à domicile terminait sur la fin du chapitre. On disait il faudra du maintien à domicile. Mais le maintien à domicile, c'est tout le monde. C'est le citoyen, c'est le bénévole, etc. Je remarque aussi que bien souvent, sur des problématiques aiguës telles que l'Alzheimer ou autres, eh bien, comme de façon budgétaire, on ne peut pas prendre tout le monde, eh bien, il faut que le bénévolat, la citoyenneté prenne en charge son voisin. On recrée le voisinage, on recrée le baluchonnage, le béguinage. Il faut trouver des solutions, mais sur un désert, on ne trouve rien. Donc, ce n'est pas de l'inventivité qu'il faut avoir ou du constat. Aujourd'hui, je pense que les règles de planification, on les maîtrise, et la communication aussi. Ce qu'on ne maîtrise pas, c'est l'humain. Alors là aussi, des petits frères des pauvres sur un désert, ils pourront donner leur amour qu'au sable. Donc je crois qu'il faut faire très attention. Aujourd'hui, il faut recadrer peut-être, si on veut de la citoyenneté, il faudra que les professionnels s'humanisent et surtout que les décideurs s'humanisent. Très bien, monsieur. Je passe la parole peut-être à monsieur devant et puis vous réagirez avec après toutes les questions si les intervenants sont d'accord à la fin de la session. Je vous en prie, monsieur. Je suis le président régional ADMR PACA. Je m'appelle Louis Gros. Je voulais intervenir d'abord pour remercier Madame Laurent. Vos propos étaient très clairs. Ne vous inquiétez pas, on a bien compris ce que vous avez dit. Simplement, une chose qu'on n'a pas trop évoquée, c'était les soins infirmiers à domicile, les SIAD,
Et je sais que c'est une formule alternative qui permet, dans la mesure du possible, de maintenir un patient au domicile, parce que nous, c'est notre rôle de défendre le domicile. Bien entendu, les SIAD ont leurs limites, et c'est vrai que les établissements sont là pour, bien entendu, compléter notre action, mais si on arrive à développer un peu plus de SIAD, ça va faire une petite dépense par rapport à l'installation de, disons, d'établissements, etc., qui par la suite permettra peut-être de diminuer l'ensemble des dépenses. Je m'explique. Si on intervient au domicile avec un SIAD, la journée est de 30-35 €. Une journée d'hospitalisation est de 800 €. Je ne vous apprends rien, Madame Laurent. Je crois que vous le savez déjà. On a déjà communiqué sur le sujet. Mais je crois que si on intervient au domicile, aussi bien pour les aidants, aussi bien avec les SIAD, on s'aperçoit qu'on fait de la prévention. C'est-à-dire que nos associations intervenant auprès de personnes qui sont encore valides, dans un premier temps, c'est ce qui se passe avec nos associations, elles les soutiennent, et deuxièmement, on évite peut-être quelques dépressions ou aggravations de situation. Et si vraiment la maladie arrive par-dessus, les services infirmiers à domicile peuvent être une réponse. On ne le met jamais en avant. J'espère que vous pouvez nous parler, si vous le pouvez, du PRIAC, où il est prévu des places de SIAD. Nous sommes preneurs et demandeurs. Dans certains départements, comme les Hautes-Alpes, ce qu'a dit Mme Soulier tout à l'heure, on aurait la possibilité, nous avons déjà une expérimentation de SIAD, nous savons les gérer, nous en gérons dans la région PACA une vingtaine. Par conséquent, on souhaite que ça se développe. C'est une alternative qui est à proposer. Je vous remercie. Très bien, monsieur. On a compris votre préoccupation sur les domiciles. Je vous en prie, madame. Oui, effectivement, en 20 minutes, il m'était difficile de vous parler des multiples actions de l'État en la matière. Tout à l'heure, quelqu'un a évoqué la question de la politique de santé mentale, dont on tient bien évidemment compte en matière. Quand on parle de parcours de santé, on sait très bien que le handicap psychique et les affections mentales nécessitent aussi une prise en charge accompagnée tout au long de la vie. Pour ce qui est des services de soins infirmiers à domicile, vous avez tout à fait raison, c'est un des pivots essentiels du maintien à domicile. Les services d'hospitalisation à domicile également, puisqu'ils permettent un maintien à domicile et des hospitalisations traumatisantes pour les personnes âgées. Pivots essentiels qui sont effectivement appelés à continuer à se développer, puisque dans le PRIAC 2012-2016, il est prévu en continuité, si j'ose dire, de continuer à développer cette offre à destination des personnes âgées. Merci. On avait une autre question ici, madame. Oui, bonjour. Gisèle Rivière, je suis médiatrice familiale. Bon, je suis plutôt à la retraite qu'autre chose maintenant. Mais moi, je pense que, par exemple, les personnes qui n'avaient aucune activité de loisir quand ils étaient en activité, le jour où elles passent à la retraite, elles sont complètement perdues parce qu'elles n'ont plus d'intérêt, elles n'ont plus rien à faire. Donc, il faudrait peut-être déjà commencer par parler d'une information pour faire comprendre aux personnes que c'est en faisant des activités qu'après, à la retraite, on peut continuer aussi à faire certaines activités. Parce que, par exemple, moi, je ne me vois pas du tout aller dans les CAC ou les trucs comme ça pour aller jouer au loto, pour se retrouver. Vous êtes là, surtout, il ne faut pas parler. On joue au loto, je n'entends pas le numéro, j'ai un truc. Bon, moi, pour aller passer des journées comme ça, non, je préfère rester dans le monde actif et dans le monde avec tout le monde. Actuellement, moi, je préfère m'occuper des nez rouges parce qu'avec les enfants, c'est moins déprimant, pour moi, que de retrouver des personnes âgées parce qu'on m'a proposé d'aller visiter des maisons de retraite. Je n'ai pas du tout envie de me retrouver en maison de retraite, même pour aller faire des activités, parce que pour moi, c'est vraiment des mouroirs.
La plupart des gens, quand on veut se débarrasser des personnes âgées, on les fout dans les maisons de retraite. Comme ça, c'est la solution, parce qu'il y en a qui sont peut-être dépendantes, mais il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas dépendantes et qui pourraient être maintenues chez elles. C'est votre point de vue, je pense qu'il y a moi, des... c'est mon point de vue, voilà. Je ne suis pas la seule. Par contre, moi, je pense qu'il y a des propositions qui ne coûtent pas grand-chose. C'est par exemple les personnes âgées qui ont des grands appartements, héberger ou louer une partie de leur maison à des étudiants. Parce que ça, ça fait une compagnie, et l'étudiant s'habitue à avoir une personne âgée, la personne âgée s'habitue à l'étudiant, et c'est un partage. Ou aussi partager sa maison avec d'autres personnes du même âge, pourquoi pas, ça coûte rien, et c'est quand même peut-être plus dynamique, enfin pour moi en tous les cas, que de se retrouver dans une maison de retraite. Le gros problème aussi, je pense... Un dernier rapide, s'il vous plaît. Dont on ne s'occupe pas, c'est la pression morale que l'on fait sur les personnes âgées. La famille, il y a beaucoup de familles qui sont horribles et qui se servent de ces personnes pour leur faire pression, pour avoir de l'argent. Moi, je vois beaucoup ça entre les enfants et les petits-enfants. Et en fin de compte, ils dépouillent les personnes âgées et les obligent aussi à des donations. Et ça, on n'en parle pas non plus beaucoup. Merci. Merci de ce témoignage personnel. Est-ce qu'on a encore le temps pour une question, une dernière question, si quelqu'un veut s'exprimer? Les intervenants, si vous voulez rajouter des choses. Sans exonérer les familles, je ne partage pas l'idée du nombre. Voilà. Mais à part ça, bien évidemment, ce sont des situations qui existent, mais il y a aussi beaucoup d'autres situations qui existent. Et à partir du moment où la personne âgée, elle a toute sa tête, elle peut aussi faire tout à fait appel à la loi. Donc il y a un certain nombre de choses, voire à des associations. Mais sur le nombre, je suis un petit peu interloqué, quoi. Je dirais pas ça. Mais je ne nie pas que ça existe. Très bien, il est 12h30, si je ne m'abuse. Nous n'avons pas eu de pause ce matin, donc je pense que tout le monde va être content de pouvoir se dégourdir un peu les jambes. Je sais qu'il y a un cocktail